Une pauvre serveuse a payé la course de taxi pour un inconnu sans savoir qu'il était millionnaire. Quelques jours plus tard, il l'a laissé sous le choc. Camille Bernard, 26 ans, connaissait chaque pavé de Montmartre comme on connaît les silences d'un être aimé. Son quotidien se déroulait entre les murs feutrés du petit café, le nid perché, à quelques pas du Sacré-Cœur. Elle y travaillait depuis plus de 5 ans, essuyant des verres, servant des cafés et supportant les humeurs de clients souvent pressés, parfois grossiers, rarement aimables. Sa routine, bien qu'éreintante, lui offrait une forme d'ancrage, dans un monde qui ne pardonnait pas les rêveries. Camille n'avait jamais été du genre à se plaindre. Depuis la maladie de sa mère, elle avait pris sur elle tous les fardeaux du foyer. Le cancer, silencieux et insidieux, avait transformé leurs 2 pièces en un sanctuaire fragile, où se mêlaient médicaments, silence tendu et soupirs épuisés. Leur seul luxe, c'était la discrétion de leur douleur. Chaque euro comptait. Elle calculait chaque dépense, coupait les légumes avec parcimonie, économisait sur l'électricité et refusait toute frivolité. Les sorties, les vêtements neufs, les plaisirs spontanés appartenaient à un monde qu'elle observait de loin, à travers les vitrines qu'elle nettoyait. Pourtant, malgré cette rigueur imposée, Camille possédait cette étincelle intérieure que la pauvreté n'avait pas réussi à éteindre. Elle lisait des romans volés au temps, empruntés à la petite bibliothèque du quartier. Elle écrivait parfois des pensées dans un carnet écorné, entre 2 commandes, griffonnant des bribes de rêves et de souvenirs. Il y avait en elle une soif de beauté et de sens qui l'empêchait de se résigner complètement. Chaque matin, quand elle passait devant les artistes installés sur la place du Tertre, elle ralentissait, fascinée par leur manière de capturer l'âme d'un visage, l'ombre d'un sourire. Les habitués du café aimaient Camille pour sa gentillesse discrète, son écoute silencieuse, son regard qui voyait sans juger. Certains tentèrent de la faire sourire avec des compliments maladroits ou des anecdotes tirées de leur journée. D'autres, plus sensibles, la regardaient avec une certaine forme de respect. Il y avait chez elle une dignité tranquille qui imposait le calme autour d'elle. Même les collègues les plus bruyants baissaient d'un ton lorsqu'elle passait. Elle ne réclamait rien, ne se plaignait jamais, mais sa présence apaisait. Montmartre, malgré son charme pittoresque, n'était pas toujours tendre avec ceux qui y vivaient. Les loyers augmentaient, les touristes affluaient, les rues se transformaient en vitrines de cartes postales. Camille avait vu ses voisins partir les uns après les autres, remplacés par des inconnus plus fortunés. Elle s'accrochait à son quartier comme à un morceau de mémoire qu'on ne veut pas abandonner. Chaque coin de rue lui rappelait une scène de son enfance. Une promenade avec son père avant qu'il ne les quitte sans un mot. Une course dans la neige, une dispute adolescente. Un baiser volé. Ses rêves, pourtant, s'étaient ternis au fil du temps. Elle ne rêvait plus de voyages ou de grandes aventures, mais simplement d'un jour sans peur. Un jour sans facture impayée. Sans douleur pour sa mère, sans le poids constant de la responsabilité. Elle se disait parfois qu'elle aurait aimé peindre, écrire, peut-être même ouvrir son propre café, un lieu chaleureux et plein de livres, mais ses idées lui semblaient trop lointaines, presque indécentes face à la réalité. Le matin où l'histoire commença vraiment, Camille s'était levée avant l'aube. Elle avait préparé le thé de sa mère, l'avait aidée à s'habiller puis était descendue sous une pluie fine qui collait ses cheveux à son front. Son manteau trop mince ne la protégeait guère du froid, mais elle n'y pensait même plus. Les rues humides luisaient sous les lampadaires et malgré la fatigue, elle savourait le calme de ces instants volés au tumulte du jour. Dans le café, elle retrouva la chaleur familière de la machine à expresso, les odeurs de croissants chauds, le grincement de la porte d'entrée. Elle se mit au travail avec l'efficacité d'un cœur habitué au rythme, saluant les premiers clients d'un sourire léger. Rien ce jour-là ne semblait annoncer le moindre bouleversement. Pourtant, la pluie, le taxi et un inconnu sans nom allèrent bientôt faire voler en éclats son fragile équilibre. Mais pour l'instant, elle essuyait un verre avec soin, écoutant, d'une oreille distraite la radio posée près de la caisse. La vie continuait, grise mais stable. Et Camille, sans le savoir, était à la veille du plus étrange tournant de son existence. La pluie tombait drue ce soir-là, une de ces averses tenaces qui noient les trottoirs et transforment les parapluies en voiles déchirées. Les gouttes martelèrent le pavé avec une régularité presque hypnotique, comme si le ciel lui-même voulait laver la ville de ses excès. Camille, emmitouflée dans son manteau usé, pressait le pas pour rejoindre l'appartement.
Elle avait terminé son service plus tard que prévu, à cause d'un client insistant et d'une collègue malade. Ses chaussures, détrempées, laissaient passer l'humidité jusqu'à ses orteils, mais elle n'y prêtait plus attention. À Paris, on apprend vite à marcher malgré les intempéries. C'est à l'angle de la rue Le Pic, juste avant le vieux kiosque à journaux fermé depuis des années, qu'elle le vit. Un taxi stationné en double file, les phares allumés. Un homme à demi courbé vers la vitre du conducteur, gesticulant avec nervosité. Il portait un imperméable beige trop grand pour lui, les cheveux plaqués par la pluie, le regard perdu. Le chauffeur, visiblement excédé, agitait un lecteur de carte bleue qui bipait sans succès. Camille ralentit par instinct. Quelque chose dans cette scène avait un parfum d'anomalie, un léger décalage avec le reste du monde. Ce n'était pas le genre de choses qu'on remarque dans une ville aussi vaste que Paris, où les petits drames se jouent à chaque coin de rue, mais ce visage lui donna une impression étrange, ni peur, ni curiosité, mais une forme d'appel, muet. L'homme, trempé jusqu'aux os, semblait au bord de l'effondrement. Il fouillait frénétiquement les poches de son manteau, tirait un vieux portefeuille d'où il extirpait une série de cartes, toutes refusées l'une après l'autre. Il murmura quelque chose à voix basse au chauffeur, qui haussa les épaules avec une moue de lassitude. La pluie redoubla, noyant les sons. Camille s'arrêta à quelques pas, observant la scène avec cette hésitation propre à ceux qui n'ont pas les moyens de faire preuve de charité, mais qui, pourtant, ne peuvent se résoudre à l'indifférence. Sans vraiment réfléchir, elle s'approcha, sortit son propre porte-monnaie et glissa un billet froissé de 20 € au chauffeur. « Il est avec moi », dit-elle d'une voix plus assurée qu'elle ne le sentait. Le conducteur haussa un sourcil, haussa les épaules et encaissa sans discuter. L'homme se redressa lentement, la regarda comme si elle était apparue d'un autre monde. Ses yeux, d'un gris presque transparent, étaient embués non de larmes, mais de stupeur. Il resta là un instant, figé sous la pluie, comme si ce geste venait de dérégler quelque chose en lui. « Merci », dit-il simplement, sa voix rauque trahissant une fatigue ancienne. Il ne tendit pas la main, ne chercha pas à la retenir, ne demanda même pas son nom. Il se contenta de reculer d'un pas, puis tourna les talons et disparut entre deux immeubles, avalé par l'obscurité humide de la ruelle. Camille resta là un instant, les doigts encore crispés sur le vide laissé par le billet. Elle n'avait pas l'habitude de ce genre de geste. Donner ce qu'on n'a pas n'était pas dans ses habitudes. Et pourtant, il y avait quelque chose dans cet homme qui l'avait poussée à agir. Sur le chemin du retour, elle se demanda à plusieurs reprises ce qu'il avait prise. 20 €, c'était presque la moitié de son budget alimentaire de la semaine. Sa mère avait encore 2 rendez-vous médicaux prévus ce mois-là et chaque euro comptait. Elle aurait dû détourner les yeux, continuer son chemin comme elle l'avait toujours fait. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Était-ce la solitude qu'elle avait reconnue chez lui, cette expression égarée qui lui rappelait son propre reflet dans la glace du matin? Elle ne savait pas. Lorsqu'elle rentra enfin chez elle, trempée et frigorifiée, elle trouva sa mère endormie dans le fauteuil près du radiateur. Camille lui retira doucement le plaid des genoux, vérifia la perfusion improvisée, puis se changea sans bruit. Elle s'assit sur le lit, encore secouée par l'étrangeté de la scène. Elle prit son carnet, celui dans lequel elle écrivait rarement ces derniers 7 ans, et nota simplement « Un homme sous la pluie. J'ai donné 20 € à un inconnu. J'ignore pourquoi. Mais ses yeux disaient merci comme personne ne me l'a jamais dit. » Elle referma le carnet sans relire. Les jours suivants, elle tenta de chasser l'épisode de son esprit. Le café reprit sa routine habituelle. Les clients entraient et sortaient, apportant avec eux les nouvelles du quartier, les rumeurs politiques, les frustrations quotidiennes. Camille, plus discrète que jamais, gardait pour elle le souvenir de cette rencontre. À aucun moment elle ne s'attendit à le revoir. Il appartenait désormais à cette catégorie de moments suspendus, absurdes et inexplicables, que la vie se charge d'enfouir dans ses marges. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'était que ce geste si anodin en apparence avait été vu, et que dans le Paris vaste et indifférent, quelqu'un, quelque part, avait pris note de sa générosité silencieuse. Le soleil perçait, à peine les nuages gris au-dessus de Montmartre, projetant une lumière tiède sur les façades de pierre et les volets colorés. Le quartier, habitué aux flux irréguliers de touristes et d'artistes, semblait respirer plus lentement ce matin-là. Au café, le nid perché, l'ambiance était étrangement légère,
comme si un souffle de nouveauté avait parcouru les tables et les comptoirs. Camille, en tablier noir, son plateau à la main, servait les premiers cafés du jour en écoutant d'une oreille distraite les conversations flottant autour d'elle. Ce fut d'abord un vieux couple, assis près de la fenêtre, qui évoqua le sujet à voix basse. L'homme, les yeux pétillants derrière ses lunettes, murmurait « Je te dis qu'il paraît que ce type, là, le gars qui s'est fait payer son café par un étudiant à Bastille, c'était un millionnaire incognito. » La femme répondit en haussant les épaules, un sourire moqueur aux lèvres. Camille les observa du coin de l'œil, curieuse sans vraiment y prêter attention. Les rumeurs allaient bon train dans ce coin de Paris, souvent nées de malentendus ou de vieilles légendes réchauffées au goût du jour. Plus tard, alors qu'elle préparait un cappuccino pour un habitué, un groupe de jeunes assis en terrasse malgré le froid parla d'un homme riche qui testerait la bonté des inconnus. Il se déguise en sans-abri, en touriste perdu ou en vieux monsieur avec des sacs de course, puis il donne des millions à ceux qui l'aident. « Tu te rends compte ?» dit l'un d'eux avec excitation. Les autres éclatèrent de rire, certains sceptiques, d'autres déjà en train d'imaginer la scène. Camille sourit intérieurement. Paris aimait ses mystères, surtout ceux qui flirtaient avec l'improbable. La troisième fois qu'elle entendit la même histoire, ce fut par Sylvie, une collègue du soir connue pour ses ragots. « Tu sais, quoi ? Il y a une copine à moi qui jure avoir vu un type en costard sortir d'un hôtel de luxe et donner une Rolex à un livreur parce qu'il l'avait aidé à retrouver son chien. » Camille leva un sourcil amusé. Sylvie avait le don de transformer la moindre anecdote en légende urbaine. Elle n'avait jamais cru à ces histoires de récompenses miraculeuses. La vie ne fonctionnait pas ainsi. Elle le savait mieux que personne. Et pourtant, cette suite de coïncidences, ces chuchotements insistants, commencèrent à tisser une toile invisible dans son esprit. Sans le vouloir, elle repensa à l'homme sous la pluie. Cette scène, enfouie dans un coin de sa mémoire, revenait avec une intensité nouvelle. Il n'avait rien d'un millionnaire. Ses vêtements étaient trempés, son regard perdu, son attitude désorientée. Rien en lui ne trahissait la richesse ou le calcul. Et pourtant, il avait disparu sans un mot, comme s'il n'existait que pour cet instant. Camille tenta de chasser l'idée, mais elle revint plusieurs fois dans la journée, comme un refrain obstiné. À la fin de son service, alors qu'elle rangeait les chaises en terrasse, elle s'arrêta un instant, les mains appuyées contre le dossier en fer forgé. Le vent lui ramenait des bribes de conversation et l'écho de ses propres doutes. Était-ce possible que ce soit lui? Et si ce geste, aussi petit soit-il, avait eu une portée inattendue? Elle se reprit aussitôt. Ce genre de pensée ne lui appartenait pas. Elle ne devait pas se permettre de rêver à ce point. Son quotidien n'avait pas de place pour les miracles. De retour chez elle, elle trouva sa mère dans un état de fatigue plus profond que d'habitude. Le traitement l'épuisait et les jours sombres semblaient s'allonger avec le froid de l'hiver. Camille prépara une soupe légère, ajusta les coussins du canapé, puis s'installa sur le fauteuil d'osier près de la fenêtre. Elle regarda les lumières vaciller sur les toits, son carnet ouvert sur les genoux. Elle griffonna quelques mots, cette fois sans chercher à les censurer. Et s'il était quelqu'un d'autre? Et si ce que j'ai fait avait vraiment compté? Les jours suivants, les murmures persistèrent, amplifiés par les réseaux sociaux et les articles sensationnalistes. Un site avait publié un témoignage flou d'une jeune femme qui aurait reçu une bourse d'études après avoir aidé un inconnu en métro. Un autre affirmait que le mystérieux bienfaiteur se déplaçait dans les quartiers populaires à la recherche de vrais gens. Camille, incrédule, continuait à faire son travail avec l'efficacité habituelle. Mais une part d'elle-même, bien enfouie, se surprenait à espérer. Non pas une récompense, mais une reconnaissance. Quelqu'un avait-il vraiment vu ce qu'elle avait fait? Cela comptait-il pour autre chose que pour sa propre conscience? Et pourtant, malgré les rumeurs, malgré les signes qui semblaient s'accumuler, elle ne parla à personne de sa propre expérience. Elle garda le souvenir pour elle seule, comme un secret trop fragile pour être partagé. Elle se disait que tout cela finirait par passer, comme les histoires de fantômes ou de trésors cachés qu'on racontait aux enfants. Elle avait trop vu la réalité pour s'attarder dans les contes. Mais ce qu'elle ne savait pas, ce qu'aucune rumeur n'avait encore dévoilé, c'est que son geste unique dans sa sincérité avait été le début silencieux de quelque chose de beaucoup plus grand. Le jeudi suivant, à l'aube, Paris s'éveilla dans une brume pâle, et Camille, comme à son habitude, se leva bien avant le chant des oiseaux.
Le silence dans l'appartement n'était troublé que par le ronronnement discret du chauffage et les quintes de toux étouffées de sa mère. Elle prépara un thé léger, vérifia les médicaments posés sur la table de nuit, embrassa doucement le front fiévreux de celle qui était tout ce qui lui restait, puis s'habilla en silence. En attrapant son manteau, elle aperçut une enveloppe glissée sous la porte. Elle n'avait rien entendu, ni pas dans l'escalier, ni coup à la porte. L'enveloppe était d'un papier épais, crème, bordé d'un léger filigrane doré, sans logo ni timbre, mais avec son nom écrit à la main dans une calligraphie élégante, Camille Bernard. Elle resta un instant figée, l'enveloppe à la main, le cœur battant sans raison apparente. Elle la tourna, l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une carte à l'ancienne, d'un blanc ivoire, portait simplement une adresse dans le 7e arrondissement de Paris, un étage précisé, une date, le lendemain, et 1h, 14h précise. En bas, une signature discrète mais illisible et rien d'autre. Aucun motif, aucune explication. Elle relut 3 fois, croyant à une erreur. Peut-être s'agissait-il d'un malentendu, d'un voisin, d'un message destiné à quelqu'un d'autre. Mais non. C'était bien son nom, pas d'erreur possible. Le 7e arrondissement. Elle n'y avait jamais mis les pieds autrement que pour traverser un pont ou accompagner un client égaré. C'était un monde à part, celui des ambassades, des hôtels particuliers, des jardins privés et des façades haussées vers le ciel avec une insolence discrète. Elle hésita à jeter la carte. Une mauvaise blague? Une publicité sophistiquée? Elle ne savait que penser. Mais cette adresse, cette écriture, cela avait une forme de sérieux qui l'empêcha de l'ignorer. Toute la journée, l'enveloppe resta dans la poche de son tablier. Elle y glissait la main par réflexe, comme pour vérifier qu'elle existait toujours. Sylvie remarqua son trouble, mais Camille resta vague, ne mentionna rien. À quoi bon partager une énigme qui ne menait nulle part? Pourtant, à mesure que les heures passaient, une curiosité sourde se développa en elle, lointaine mais persistante. Et si cela avait un lien, même infime, avec l'homme sous la pluie? Cette idée, absurde et invraisemblable, revenait avec une obstination dérangeante. Le lendemain, à l'heure dite, elle se retrouva devant l'adresse indiquée, le cœur battant avec violence, les paumes moites malgré le froid sec de l'après-midi. Elle avait mis sa robe la plus sobre, un manteau réparé à plusieurs reprises, et s'était attaché les cheveux avec soin. Le quartier l'impressionnait. Les trottoirs étaient propres, silencieux, bordés d'arbres taillés avec minutie. Chaque immeuble semblait garder ses secrets derrière des portes en bois massif et des interphones polis. Elle s'arrêta devant un portail en fer forgé, derrière lequel se dressait un immeuble de pierre claire, au balcon décoré de fleurs, même en hiver. Elle annonça son nom à l'interphone. Une voix douce répondit simplement « Entrez, s'il vous plaît, on vous attend ». Le déclic du portail la fit sursauter. Elle monta les marches avec lenteur, les doigts serrés sur la poignée de son sac. Au 5e étage, une porte s'ouvrit avant même qu'elle n'ait eu le temps de frapper. Une femme élégante, en tailleur gris-perle, l'accueillit avec un sourire professionnel. « Mademoiselle Bernard, merci d'être venue. Veuillez me suivre. » Camille hocha la tête, incapable de prononcer un mot. L'intérieur de l'appartement était d'une beauté rare. Parquet ancien, œuvre, d'art discrète, silence feutré. On la mena à un petit salon lumineux aux fenêtres grandes ouvertes sur la tour Eiffel. On lui proposa un thé, qu'elle accepta par politesse sans en boire une goutte. Quelques minutes passèrent dans un calme presque oppressant. Puis la porte s'ouvrit de nouveau. Il entra. L'homme du taxi. Mais cette fois, il n'était plus trempé ni perdu. Il portait un costume bleu nuit parfaitement coupé, une montre discrète mais précieuse au poignet, et ses cheveux, coiffés en arrière, révélaient un visage aux traits nets, concentrés. Il ne sembla pas surpris de la voir. Il s'approcha avec assurance, tendit la main. « Bonjour Camille, je m'appelle Alexandre Moreau. » Ce nom résonna dans l'esprit de Camille comme une décharge. Elle l'avait déjà entendu dans les journaux, à la télévision. Alexandre Moreau, magnate de l'immobilier, fondateur de plusieurs entreprises technologiques, mécène reconnu, discret mais omniprésent dans les cercles d'influence parisiens. Elle sentit ses jambes trembler, légèrement. Pourquoi ce milliardaire, car il n'y avait aucun doute sur sa richesse, l'avait-il fait venir ici? Et surtout, pourquoi lui avait-il caché son identité lorsqu'elle l'avait aidé dans la rue?
Il s'assit face à elle, posa son téléphone, sur la table croisa les mains. « Vous devez vous poser beaucoup de questions. Permettez-moi de vous expliquer. » Mais Camille, figée, n'arrivait toujours pas à parler. L'homme qu'elle avait cru sans abri, ou du moins en détresse, se révélait être l'un des hommes les plus puissants de France. Et il venait de prononcer son prénom avec une familiarité troublante. Rien dans sa vie ne l'avait préparé à ce moment. Pourtant, ce qui allait suivre allait tout bouleverser. Le salon où Camille se trouvait semblait hors du monde. Chaque objet respirait le raffinement discret de ceux qui n'ont plus rien à prouver. Le parquet en chêne ciré renvoyait la lumière douce d'un après-midi d'hiver, filtrée par de larges rideaux couleur ivoire. Les murs, décorés de tableaux contemporains, évoquaient une esthétique choisie, ni ostentatoire ni timide. Un parfum subtil de cèdre et de jasmin flottait dans l'air, parfaitement dosé, comme si rien ici ne laissait place au hasard. Et pourtant, malgré la beauté du lieu, c'était le contraste avec la mémoire du taxi qui habitait l'esprit de Camille. Cet homme trempé, perdu, qui regardait le pavé comme s'il n'avait plus d'endroit où aller, se tenait maintenant, devant elle, incarnant l'élégance d'un monde inaccessible. Alexandre Moreau l'observait sans insistance, mais avec une attention palpable. Ses gestes étaient mesurés, sa posture droite mais sans raideur. Il n'y avait dans sa manière de s'adresser à elle ni condescendance, ni fausse modestie, seulement une forme de clarté que Camille ne savait encore comment interpréter. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix était calme, légèrement grave, comme s'il avait appris à toujours maîtriser ses émotions. « J'imagine que ce lieu et surtout cette situation vous semblent irréels. Je comprends. Mais sachez que si vous êtes ici, c'est parce que vous avez agi d'une façon que très peu de gens oseraient. Vous avez donné sans rien attendre. Vous avez vu un être humain là où d'autres n'auraient vu qu'un inconnu embarrassant. » Camille, toujours silencieuse, sentait sa gorge se serrer. Elle n'aimait pas être au centre de l'attention, encore moins quand elle ignorait les intentions de celui qui la plaçait là. Alexandre poursuivit. « Ce jour-là, je n'avais pas prévu ce qui s'est passé. Il est vrai que je menais une forme d'expérimentation, si l'on peut dire. Pas un jeu, certainement pas, mais un moyen de m'extraire de ma position pour observer le monde tel qu'il est, sans les filtres, sans les convenances. Je voulais comprendre ce qui pousse les gens à agir ou à détourner le regard. Et vous avez tendu la main. » Elle ne savait que répondre. L'idée d'avoir été, d'une certaine manière, testée éveillait en elle un mélange complexe de malaise et de fierté. Elle n'aimait pas l'idée d'un jeu social, mais elle savait au fond que son geste n'avait pas été dicté par la morale ou l'attente d'une reconnaissance. Elle l'avait fait parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement, parce que la détresse l'avait traversée comme une vibration familière. Alexandre semblait lire ses pensées. « Je ne cherche pas à justifier ce que j'ai fait, mais à vous dire pourquoi vous êtes ici. Ce que vous avez fait m'a touché, pas seulement à cause de la situation, mais parce que cela révélait de vous. » Il se leva alors, fit quelques pas vers la baie vitrée et ajouta sans se retourner « Je construis actuellement une fondation. Elle ne portera pas mon nom, ni celui d'aucune entreprise. Elle aura pour vocation de soutenir des initiatives concrètes, humaines, à petite échelle, des actions invisibles mais essentielles. » Il se tourna vers elle. « Et je cherche des personnes comme vous pour l'incarner. » Camille sentit son souffle se raccourcir. La phrase résonnait en elle, comme une note dissonante. Lui, Alexandre Moreau, lui proposait de s'impliquer dans une fondation. Elle, serveuse de café, sans diplôme prestigieux, sans réseau, sans expérience en philanthropie. L'absurdité de l'idée la frappa de plein fouet. Elle ouvrit la bouche, puis la referma, cherchant des mots qui ne venaient pas. Il sourit, légèrement. « Je sais ce que vous pensez, que vous n'avez pas les compétences, pas la légitimité, mais c'est justement cela qui m'intéresse. Vous représentez cette réalité que nous avons trop longtemps ignorée. Vous savez ce que signifie se battre au quotidien, ce que signifie donner sans en avoir les moyens. » Elle secoua légèrement la tête, encore sous le choc. « Mais pourquoi? Moi? Il y a des milliers de personnes qui... » Il l'interrompit avec douceur. « Parce que vous êtes venu jusqu'ici. Parce que vous avez ouvert cette enveloppe. Parce que malgré tout ce que vous portez, vous avez encore assez de lumière pour croire qu'un geste, même minuscule, peut faire une différence. » Le silence s'installa à nouveau. Camille sentait le sol se dérober sous ses pieds. Elle pensa à sa mère, au café, à ses collègues,
à la routine familière qu'elle connaissait depuis tant d'années. Tout cela semblait à la fois si lointain et si présent. Et maintenant, cette porte qui s'ouvrait sans qu'elle l'ait jamais cherchée. Une opportunité, ou peut-être un piège. Elle n'en savait rien, mais elle savait que rien ne serait plus comme avant. Alexandre s'approcha à nouveau, lui tendit un dossier fin. « Je ne vous demande pas de répondre maintenant. Prenez le temps de lire ceci. Il y a les détails du projet, les objectifs et les modalités de votre possible implication. Rien ne vous engage encore, mais sachez que votre place est déjà là si vous la voulez. » Elle prit le dossier avec des mains légèrement tremblantes. Il n'y avait pas d'éclat dans ses yeux, pas d'euphorie, seulement un vertige silencieux. En repartant, elle ne se souvenait plus très bien comment elle avait quitté l'appartement. Elle marchait dans les rues du 7e arrondissement comme si elle rêvait, le dossier serré contre elle. Les passants défilaient sans la voir et pour la première fois depuis longtemps, Camille se sentait à la croisée d'un monde ancien et d'un autre, encore inconnu, mais prêt à se révéler. Camille passa la nuit suivante sans fermer l'œil. Le dossier posé sur sa petite table basse semblait peser des tonnes, comme s'il contenait non seulement des pages, mais des destins. À chaque fois qu'elle s'en approchait, une angoisse silencieuse la freinait. Elle avait commencé à le lire dès son retour chez elle, mais s'était arrêtée avant même la moitié. Non parce que le contenu lui paraissait ennuyeux ou complexe, mais parce qu'il déclenchait en elle une cascade de sentiments contradictoires. Elle se retrouvait face à une possibilité que sa vie basculât d'un seul choix, et cela l'effrayait autant que cela la fascinait. La Fondation, d'après ce qu'elle avait lu, était une structure indépendante, financée par des capitaux privés issus de la fortune d'Alexandre Moreau, mais pensée pour fonctionner avec une grande autonomie. Elle n'avait pas pour but de faire de la charité traditionnelle, mais de transformer en profondeur des environnements sociaux négligés. L'objectif n'était pas seulement de distribuer des ressources, mais de construire avec ceux qui en avaient besoin. C'était une idée à la fois ambitieuse et humaine, qui résonnait en elle d'une manière inattendue. Mais au-delà de ces grandes lignes, ce qui la bouleversait le plus, c'était la place qu'Alexandre lui réservait. Il ne parlait pas d'un rôle décoratif, pas d'une vitrine de générosité à afficher devant la presse. Il voulait qu'elle participe à la création du cœur même de la Fondation, qu'elle contribue à dessiner les programmes, à orienter les actions, à choisir les partenaires. Il la voyait comme une voix authentique dans un monde trop souvent construit sur des perceptions erronées. Et cela, pour Camille, était presque incompréhensible. Elle avait grandi dans un univers où sa parole avait rarement été considérée. On l'avait écoutée par politesse, parfois par devoir, jamais par conviction. Et voilà qu'un homme que le monde entier écoutait voulait entendre ce qu'elle avait à dire. Le lendemain matin, elle servait des cafés avec des gestes automatiques, saluant les clients sans vraiment les voir. Sylvie remarqua son absence d'esprit et lui lança une remarque ironique, à laquelle Camille répondit par un sourire vide. Elle n'osa pas lui parler de ce qu'elle vivait. Comment le pourrait-elle? Cela paraîtrait absurde. Elle-même n'y croyait qu'à moitié. Mais au fond, quelque chose en elle commençait à se lever. Un fragment de confiance, fragile, encore mais bien présent. Le soir venu, après avoir veillé sur sa mère, elle se replongea dans le dossier. Cette fois, elle le lut en entier. Chaque mot, chaque phrase éveillait en elle une image, un souvenir, un rêve refoulé. Elle pensa aux travailleurs invisibles qu'elle croisait chaque jour, aux femmes de ménage, aux livreurs, aux soignants de nuit, à toutes ces existences menées dans l'ombre, sans reconnaissance ni répit. Elle se dit que, peut-être, elle pouvait faire quelque chose pour elle, que peut-être, en mettant un pied dans ce monde, elle pouvait devenir un pont entre deux réalités. Et cette idée, à sa propre surprise, ne la fit pas fuir. 2 jours plus tard, elle retourna à l'adresse du 7e arrondissement. Elle avait pris une journée de congé, invoquant un rendez-vous médical pour ne pas éveiller les soupçons. Elle monta les escaliers avec plus d'assurance cette fois, le dossier bien rangé dans son sac. La même assistante l'accueillit, polie mais distante. Alexandre était déjà là, debout près de la fenêtre, vêtu simplement, un café à la main. Il se retourna en l'apercevant et lui adressa un sourire sincère. « Je ne vous attendais pas si tôt. » Camille haussa les épaules. « J'ai lu le dossier, 2 fois. » Il hocha la tête. Et elle prit une inspiration profonde. « Je ne suis pas sûre de savoir faire tout ce que vous attendez de moi, mais je suis prête à essayer. » Il ne cacha pas sa satisfaction.
C'est tout ce que je voulais entendre. Il s'assit et lui proposa de faire de même. Ce que vous allez apprendre, personne ne vous l'a encore enseigné. Vous allez devoir trouver vos repères, créer vos outils, faire vos choix. Il y aura des obstacles, des incompréhensions, des résistances, mais je vous fais confiance. Camille acquiesça lentement. Elle sentait la peur rôder encore dans les coins de sa conscience, mais elle avait décidé de ne plus l'écouter. Elle pensait à sa mère, à son quartier, à son café. Si elle parvenait à faire changer une vie, ne serait-ce qu'une, alors cela aurait valu la peine. Elle ne cherchait ni reconnaissance ni prestige. Elle voulait seulement que ce monde laisse un peu plus de place à ceux qui l'oubliaient. Avant de partir, Alexandre lui tendit un badge provisoire, un document officiel d'intégration et un programme de formation accéléré pour les semaines à venir. Elle sortirait du service au café dans quelques jours. Le nid perché allait devoir apprendre à se passer d'elle. Une page allait se tourner. Et même si elle ne savait pas encore tout ce que cette nouvelle vie lui réserverait, elle sentait qu'elle venait, pour la première fois, de faire un choix pour elle, un choix de transformation, un choix d'avenir. Les jours qui suivirent, la décision de Camille furent parmi les plus intenses de sa vie. Dès le moment où elle avait quitté l'appartement d'Alexandre avec les documents d'intégration et le programme de formation, une bascule intérieure s'était produite. Rien dans son existence ne lui avait jamais permis d'imaginer une transition aussi brutale. Passer d'une routine réglée au millimètre, de longues heures à servir des expressos et à écouter les complaintes des clients, à un univers fait de projets sociaux, de stratégies à long terme et de responsabilités inédites, c'était un vertige permanent. Pourtant, elle n'avait pas reculé. Elle donna sa démission au café avec une politesse retenue, sans grand discours. Le patron, un homme sec et peu expressif, leva à peine les yeux de sa paperasse. « Et tu penses que c'est mieux pour toi, vas-y. Les serveuses, ça ne manque pas. » Lâcha-t-il simplement sans chercher à comprendre. Seule Sylvie, pourtant prompte au jugement, sembla réellement étonnée. Elle l'a pris à part entre deux services. « C'est pas ton genre de tout lâcher, Camille. Qu'est-ce que tu vas faire? Travailler pour un ministre ?» Camille esquissa un sourire. Elle répondit vaguement, évoquant un projet humanitaire. Sylvie haussa les épaules, puis, contre toute attente, ajouta « Ben, bonne chance alors. T'es plus forte que tu le crois. » Malgré ce maigre soutien, Camille était envahie par le doute. Chaque soir, elle relisait les pages du programme, essayait d'anticiper les défis. Elle dormait peu, ruminant ses craintes, imaginant des échecs, des humiliations. Qui allait l'écouter? Elle, sans diplôme, sans réseau, sans expérience, dans ces cercles où les mots pesaient plus que les actes. Et pourtant, chaque matin, elle se levait avec la même détermination. Une force discrète, née de toutes les années à se battre pour survivre, l'empêchait de fuir. C'était peut-être cela, le courage. Continuer malgré la peur, non parce qu'on est sûr de soi, mais parce qu'on refuse l'immobilité. Le premier jour de formation fut à l'image de ses angoisses. Intimidant, dense, presque irréel. Elle se retrouva dans une salle vitrée, en haut d'un immeuble moderne, entourée de personnes au parcours brillant. Il y avait des diplômés de grandes écoles, des anciens cadres d'ONG, des communicants aguerris. Tous semblaient connaître le langage, les codes, les acronymes. Camille, elle, s'accrochait à chaque mot, notait frénétiquement tout ce qu'elle pouvait poser peu de questions, écoutait avec une attention farouche. Elle savait que sa différence serait visible. Ce qu'elle ignorait encore, c'était qu'elle deviendrait bientôt sa force. Lors des présentations, chacun exposait son parcours avec aisance. Quand son tour arriva, elle parla simplement. Elle évoqua sa vie à Montmartre, son travail au café, sa mère malade, l'homme sous la pluie. Elle ne s'attarda pas sur la rencontre avec Alexandre, se contentant de dire qu'elle avait été invitée à participer à cette aventure parce qu'elle représentait une autre forme d'expérience. Certains visages se fermèrent, d'autres, plus curieux, s'illuminèrent. Un silence respectueux suivit son récit, puis la formation reprit. Les jours s'enchaînèrent avec un rythme soutenu. On leur enseignait la gestion de projets, l'analyse de données sociales, la communication stratégique. Camille absorbait tout, sans jamais se plaindre. Elle passait ses soirées à réviser, à relire les documents, à chercher les termes qu'elle ne comprenait pas. Son carnet, autrefois rempli de pensées et de rêves, se transforma peu à peu en cahier d'apprentissage. Mais elle n'oublia pas ce qu'elle était. Elle resta fidèle à son regard sur le monde,
à cette capacité unique qu'elle avait de percevoir ce que d'autres ne voyaient plus. Alexandre, de son côté, restait étonnamment distant. Il n'assistait pas aux formations, ne participait pas aux réunions quotidiennes. Elle ne le revit que brièvement à la fin de la première semaine, lors d'un point individuel. Il la reçut dans son bureau, cette fois vêtue de manière plus décontractée. Il l'écouta en silence, sans interrompre. Lorsqu'elle eut terminé de faire le point sur sa progression, il posa simplement une question. « Comment vous sentez-vous » Camille prit quelques secondes avant de répondre. « Étrangère, mais pas perdue. » Alexandre sourit légèrement. C'est exactement l'endroit où les choses commencent. Cette phrase resta avec elle longtemps après qu'elle eut quitté le bureau. Elle comprenait peu à peu que ce qu'on attendait d'elle n'était pas une transformation en experte, mais une affirmation de ce qu'elle était. Non pas une copie de ceux qui avaient déjà bâti des fondations, mais un modèle nouveau, incarné, ancré dans une expérience réelle de la précarité. C'était cela, sa valeur. Et plus elle l'acceptait, plus elle sentait ses doutes se transformer en énergie. Un soir, alors qu'elle rentrait à pied après une session particulièrement éprouvante, elle traversa la place du Tertre, là où elle avait si souvent rêvé éveillée. Les artistes étaient encore là, les chevalets dressés sous les lampadaires, les pinceaux dansant malgré le froid. Elle s'arrêta quelques minutes, observant un portrait en train de naître. L'homme leva les yeux vers elle. « Vous voulez poser » demanda-t-il. Camille répondit non d'un simple sourire, mais resta là immobile. Elle comprit alors que pour la première fois, elle n'était plus seulement une spectatrice de sa propre vie. Elle était devenue actrice, non pas de manière spectaculaire, mais profondément, silencieusement. Elle avançait. Et même si le chemin restait flou, elle savait désormais qu'elle marchait vers quelque chose qui comptait. Pour elle et peut-être pour beaucoup d'autres. Le jour où Camille fut officiellement intégrée à la Fondation, le ciel au-dessus de Paris avait cette teinte pâle propre au matin d'hiver, entre gris cendré et bleu figé. Elle avait mis son manteau noir, simple mais bien coupé, et attaché ses cheveux avec soin. Dans sa poche, elle gardait son badge d'identification, une petite carte laminée portant son nom et un titre encore irréel, coordinatrice de terrain, département initiative communautaire. Ce matin-là, elle ne se rendait plus au café de Montmartre, mais à un immeuble moderne situé dans le 11e arrondissement, siège opérationnel de la Fondation. Le trajet en métro lui sembla plus court que d'habitude, bien qu'elle n'arrivât pas à chasser l'appréhension qui lui nouait l'estomac. À son arrivée, l'accueil fut poli, presque chaleureux, mais teinté d'une réserve que Camille détecta immédiatement. Les bureaux, lumineux, aux parois vitrées, qui au mobilier minimaliste ressemblaient à un décor de film d'entreprise. Les collègues, bien habillés, allaient et venaient, certains absorbés par leur téléphone, d'autres fixant des écrans avec une concentration rigide. On lui montra son bureau, un espace ouvert, situé près de la baie vitrée, avec un ordinateur prêt à l'usage, des classeurs vides et un dossier d'accueil déposé bien au centre. Aucun mot de bienvenue n'y était inscrit, seulement des protocoles, des calendriers de réunion et des documents sur les valeurs et les missions de la Fondation. Camille s'assit et observa un instant les lieux. Elle avait du mal à croire qu'elle se trouvait là, dans cet environnement presque irréel. Son premier email officiel arriva moins de 10 minutes après sa connexion au réseau interne. Une convocation pour une réunion stratégique prévue à 10 heures, avec pour ordre du jour présentation de la nouvelle coordinatrice des projets. De terrain, son nom y figurait en toutes lettres, aux côtés de ceux de directeurs et de chefs de projet. Elle sentit une sueur froide lui couler dans le dos. Elle n'avait rien préparé. Personne ne lui avait expliqué ce qu'on attendait exactement d'elle dans cette réunion. Lorsqu'elle entra dans la salle, elle fut frappée par l'atmosphère tendue. Autour de la grande table en bois clair, une dizaine de personnes discutaient, déjà. Certains arrêtèrent de parler en la voyant entrer. Elle salua d'un ton neutre, prit place à l'un des sièges disponibles et attendit. Le directeur opérationnel, un homme nommé Marc Delattre, la présenta brièvement. Camille Bernard, nouvelle recrue de la Fondation, travaillera sur les partenariats de proximité. Elle vient d'un milieu non traditionnel, ce qui apportera, nous l'espérons, une perspective nouvelle. Il n'ajouta rien et passa directement au point suivant. Le ton était donné.
Les interventions suivantes abordaient des termes techniques, des concepts de développement territorial, des indicateurs d'impact. Camille prit des notes, mais perdit vite le fil. Quand on lui donna la parole en fin de séance, elle sentit les regards se poser sur elle, lourds de scepticisme ou de simple indifférence. Elle se redressa, parla doucement, expliqua en quelques phrases son parcours, son envie d'agir au plus près du terrain et son intérêt pour les dynamiques locales. Personne ne répondit. La réunion se termina sans commentaire. En sortant, elle entendit 2 collègues chuchoter. L'un dit « Encore un pari d'Alexandre » et l'autre répondit « On verra combien de temps elle tient ». Ce fut le début d'un quotidien austère, où chaque interaction semblait peser plus que nécessaire. Certains collègues la saluaient à peine, d'autres l'ignoraient complètement. On lui envoyait des tâches mineures, ou bien on oubliait de la prévenir de réunions importantes. Elle comprenait vite que sa présence dérangeait. Elle n'était pas passée par les voies traditionnelles de recrutement. Elle n'avait pas les diplômes attendus, ni les contacts, ni les références. Elle était l'intruse, celle qui avait été choisie pour des raisons floues, possiblement politiques, possiblement symboliques. Et Alexandre, pendant ce temps, restait invisible. Il ne participait pas aux réunions, n'envoyait aucun message. Il ne l'avait pas recontactée depuis leur dernier échange. Camille se demandait parfois si elle avait été oubliée, ou pire, si elle avait été placée là comme une sorte de test sans réelle finalité. Mais malgré ses pensées sombres, elle ne céda pas au découragement. Elle observa, écouta, apprit en silence. Elle analysa les dynamiques, lut tous les documents disponibles, se renseigna sur les projets passés. Elle comprit que la Fondation, malgré son ambition, souffrait d'un manque cruel de connexion réelle avec le terrain. Les rapports étaient riches en données, mais pauvres en vécu. Elle nota cela, sans en parler à personne, attendant le moment juste. Ses journées étaient longues, solitaires, mais elle s'y accrochait comme à une mission sacrée. Elle pensait à sa mère, dont la santé continuait à décliner. À Montmartre, au café, à ses anciens collègues. Elle pensait à ceux qui n'auraient jamais leur place ici, faute de chance ou de nom. Et c'était pour eux qu'elle restait, pour eux qu'elle prenait sur elle le mépris voilé, les doutes, les regards de travers, parce qu'elle savait, au fond, que ce monde devait changer, et que pour le changer, il fallait d'abord l'affronter, même seul, même sans armes, même en silence. Le jeudi après-midi s'annonçait comme les autres. Camille, seule à son bureau, terminait la rédaction d'un compte rendu sur une visite d'association locale qu'elle avait organisée 2 jours plus tôt. Depuis quelques semaines, elle avait lentement gagné la confiance d'un petit cercle de collaborateurs plus ouverts, souvent ceux qui, comme elle, n'étaient pas passés par les grandes écoles. Ils échangeaient avec elle en fin de journée, parfois sur des sujets professionnels, parfois sur la vie hors des bureaux. Mais dans l'ensemble, elle restait encore isolée. La hiérarchie ne lui accordait toujours qu'un intérêt limité, et personne n'avait osé lui confier un projet de grande envergure. Elle prenait donc les initiatives comme elle pouvait, dans l'ombre, persuadée que la constance finirait par parler pour elle. Ce jour-là, une collègue de l'administration, débordée par la préparation d'un rapport annuel, lui demanda un service inhabituel. Il s'agissait de classer un ensemble de vieux documents dans l'archive physique de la Fondation, située au sous-sol du bâtiment. Camille accepta sans discuter. Elle descendit avec une clé dans une main, un chariot plein de dossiers dans l'autre. Le local d'archives était sec, bien organisé mais désert. Une odeur de papier ancien mêlée à celle du métal des étagères emplissait l'espace. Elle commença à trier les chemises selon les instructions, les rangeant dans les classeurs indiqués. Alors qu'elle glissait un dernier dossier dans une boîte grise étiquetée « Fondation période initiale », une feuille tomba à ses pieds. Elle se baissa pour la ramasser et s'aperçut qu'elle ne correspondait à aucun des documents qu'elle venait de classer. Il s'agissait d'un mémo manuscrit, visiblement ancien, daté d'environ 4 ans auparavant. Le papier était jauni sur les bords, l'écriture fine, presque nerveuse. Le titre attira immédiatement son attention. Sélection des bénéficiaires, notes personnelles, A. Moreau. Ce n'était pas un document officiel. Il semblait s'agir de réflexions personnelles, peut-être un brouillon oublié. Pourtant, ce qu'elle lut la cloua sur place. Alexandre y détaillait les prémices de ce qui allait devenir la Fondation, mais dans une tonalité bien différente de ce qu'elle connaissait. Il parlait de créer une vitrine sociale qui redore l'image publique,
d'expérimentation humaine, permettant de tester la résilience de profils atypiques, et évoquait même la possibilité de choisir des candidats issus de milieux défavorisés pour observer leur capacité d'adaptation au monde des élites. Le mot résilience revenait à plusieurs reprises, accompagné de termes comme stress contrôlé, environnement de tension modérée et impact psychologique observé. Camille sentit un froid glacial lui parcourir la nuque. Ce texte brut sans filtre révélait un aspect qu'elle n'avait jamais soupçonné. Était-elle l'un de ces profils atypiques? Avait-elle été choisie non pour sa sincérité, mais pour servir un objectif de laboratoire social? Cette idée la heurta profondément. Elle se redressa lentement, relut le texte, en chercha le contexte. Était-ce une simple ébauche abandonnée ou la preuve d'une manipulation plus grande? Alexandre n'y faisait mention d'aucun nom, mais les descriptions étaient troublantes de proximité. Elle rangea le mémo dans son sac, le cœur battant à tout rompre. De retour à son bureau, elle tenta de se concentrer, en vain. La voix d'Alexandre lui revenait en boucle. « Vous avez tendu la main. » Était-ce sincère? Ou bien faisait-elle partie d'un scénario plus vaste où sa réaction avait été prévue, mesurée, analysée? Elle revit leur premier échange, les silences, les phrases bien calibrées, et tout lui parut soudain moins clair, moins pur. Le soir venu, elle rentra chez elle sous une pluie fine, incapable de chasser cette sensation de trahison larvée. Sa mère dormait profondément, apaisée par les médicaments. Camille resta debout dans la cuisine, feuilletant une nouvelle fois le document. Elle y trouva une seconde feuille qu'elle n'avait pas vue au premier abord, pliée entre les « autres ». Ce second texte était moins technique. Il s'agissait d'une lettre non envoyée, visiblement adressée à une femme que Camille ne connaissait pas. Alexandre y écrivait « Je suis fatigué d'un monde où tout s'achète. Je tente autre chose. Peut-être me trompais-je, mais si je trouve une seule personne qui agit sans attendre, alors j'aurais eu raison d'essayer. » Cette phrase sema le doute. Le texte était-il le reflet d'un homme cynique ou d'un homme perdu en quête d'espoir? Avait-il commencé ce projet avec une intention froide pour ensuite être bouleversé par ce qu'il avait découvert? Et elle, Camille, où se situait-elle dans cette équation? Était-elle encore un sujet d'observation ou bien une véritable collaboratrice? Elle ne savait plus. Mais une chose était certaine, elle ne pouvait plus continuer sans comprendre. Pas pour elle, pas pour ceux qu'elle voulait aider. Elle devait confronter Alexandre, découvrir la vérité, dissiper l'ombre qui venait de s'abattre sur tout ce qu'elle avait construit jusque-là, car sans vérité, aucune confiance ne pouvait survivre, et sans confiance, aucun avenir n'était possible. Le grand événement annuel de la Fondation approchait à grands pas, et avec lui une tension palpable se faisait sentir dans tous les bureaux. C'était le moment où l'organisation dévoilait ses résultats, annonçait ses nouveaux projets, et surtout, entretenait son image auprès des mécènes, journalistes et partenaires. Pour la première fois, Camille y serait présente en 1960 tant que membre officiel de l'équipe. Depuis la découverte du mémo oublié, elle vivait avec un conflit intérieur qu'elle ne parvenait ni à apaiser ni à exprimer. Elle avait décidé de garder le document pour elle, du moins pour le moment. Elle n'avait parlé à personne de ce qu'elle avait trouvé. Trop de questions restaient en suspens. Mais elle observait désormais tout avec une acuité nouvelle, à la recherche de signes, d'indices, de gestes qui pourraient lui confirmer ou infirmer ses doutes sur les véritables intentions d'Alexandre. Le lieu choisi pour l'événement était un ancien atelier réhabilité dans le Marais, transformé en espace culturel contemporain. L'équipe avait travaillé sans relâche pendant des semaines pour organiser la journée, conférences, projections, expositions interactives, rencontres entre bénéficiaires de projets et investisseurs. Camille, assignée à la coordination logistique, avait veillé à chaque détail avec un soin méticuleux, comme si l'excellence de l'organisation pouvait lui rendre un semblant de contrôle sur ce qu'elle ne maîtrisait plus en elle-même. Le jour J, elle arriva tôt, vêtue d'une robe noire sobre et élégante, prêtée par une collègue compatissante. Elle avait les traits tirés, mais une détermination nouvelle dans le regard. Elle s'était jurée de rester en retrait, d'observer, d'écouter. Elle ne voulait pas briller, encore moins se faire remarquer. Pourtant, le destin en avait décidé autrement. À peine l'événement lancé, les invités commencèrent à affluer. Des figures connues du monde associatif, des journalistes de grands titres nationaux,
des personnalités politiques et même quelques célébrités engagées dans des causes sociales. Camille s'efforçait de rester concentrée sur sa tâche, accueillant les intervenants, orientant les visiteurs, gérant les imprévus avec calme. À plusieurs reprises, elle aperçut Alexandre au loin, en conversation avec divers invités. Toujours souriant, toujours courtois, il semblait dans son élément. Il ne vint pas lui parler, et elle ne s'en offusqua pas. Une distance étrange s'était installée entre eux depuis plusieurs semaines, et elle l'acceptait comme un fait. En milieu de journée, alors que tout semblait rouler sans accroc, une annonce au micro changea le cours de son existence. La voix de Marc Delattre, le directeur opérationnel, résonna dans le hall principal. « Mesdames et messieurs, nous vous invitons à vous rendre dans l'auditorium pour le discours inaugural de notre fondateur, Monsieur Alexandre Moreau. Une surprise vous y attend. » Camille fronça les sourcils. Elle n'était pas au courant d'une surprise. Aucun briefing n'en avait fait mention. Curieuse et légèrement inquiète, elle suivit le flot des invités jusqu'à la grande salle. Elle trouva une place au fond, debout, adossée contre un pilier. Alexandre monta sur scène, un micro à la main, et fit silence d'un simple regard. Puis il commença à parler. Il remercia les équipes, les partenaires, les donateurs. Il parla des défis rencontrés, des réussites partagées. Son ton était fluide, inspirant, parfaitement maîtrisé. Puis, après une légère pause, il changea de registre. « Il y a quelques mois, j'ai rencontré une femme dont le geste a bouleversé ma vision du monde. Une femme qui, sans rien savoir de moi, a agi avec une générosité que peu de gens osent encore offrir. Elle n'a pas de diplôme prestigieux, pas de nom connu, pas de réseau influent. Mais elle a quelque chose que nous avons tous besoin de retrouver. Une humanité brute, sincère, inconditionnelle. Aujourd'hui, cette femme travaille à mes côtés. Elle représente ce que cette fondation veut incarner. Elle est la preuve vivante que chaque geste compte. » Un murmure parcourut la salle. Alexandre leva la main. « Camille Bernard, pourriez-vous nous rejoindre sur scène ?» Un silence s'installa. Camille sentit son cœur s'arrêter. Elle cligna des yeux, pensant à une erreur. Mais tous les regards se tournèrent vers elle. Son nom venait d'être prononcé. Une lumière venait de se braquer sur elle. Elle resta immobile quelques secondes, puis avança lentement vers l'estrade. Les applaudissements commencèrent à monter, timides d'abord, puis plus nourris. Elle grimpa les marches avec un vertige dans la poitrine. Alexandre l'attendait, un sourire aux lèvres. Il lui prit doucement la main, la leva vers le public, comme s'il présentait un trophée. Camille, figée, ne savait que penser. Tout se mélangeait, la stupeur, l'émotion, la colère. Car en cet instant précis, elle comprit ce qui était en train de se produire. Elle n'était plus une collaboratrice. Elle était devenue une image, un symbole, un exemple parfait de la transformation que la Fondation voulait vendre. Et elle n'avait pas été prévenue, pas consultée. Elle avait été exposée comme un trophée. Les applaudissements se poursuivaient, mais elle n'entendait plus rien. Elle regarda Alexandre. Son sourire, cette fois, lui parut presque triste, comme s'il comprenait trop tard l'erreur qu'il venait de commettre. Lorsqu'ils quittèrent la scène, il tenta de lui parler, mais elle l'arrêta d'un regard. Elle descendit les marches et sortit de la salle sans se retourner, laissant derrière elle les flashs des caméras et les visages ébahis. Pour la première fois depuis qu'elle avait accepté de changer de vie, elle ne savait plus si elle avait fait le bon choix. Car ce jour-là, ce n'était pas elle que l'on avait célébrée. C'était une version d'elle façonnée pour plaire. Et Camille, profondément, n'avait jamais voulu de cette gloire-là. Le vent balayait les hauteurs de Paris d'un souffle sec et glacé lorsque Camille atteignit la terrasse du bâtiment principal de la Fondation. Elle avait quitté l'événement sans prévenir, ignorant les regards étonnés, les appels à peine murmurés qu'elle devinait dans son dos. Elle avait traversé les couloirs comme un fantôme, monté les escaliers au pas de course, cherchant un endroit où elle pourrait enfin respirer, loin des projecteurs et des sourires fabriqués. La ville s'étendait devant elle, immense, indifférente. Elle se pencha sur la balustrade et ferma les yeux un instant, le souffle court, le cœur battant à toute allure. Les applaudissements résonnaient encore dans sa tête, mais ils n'avaient laissé en elle qu'un goût amer. Elle repensait à la scène, à Alexandre, à ses mots, à son regard. Elle repensait aux mémos trouvés dans les archives, à cette lettre non envoyée. Tout semblait se mêler en un chaos insupportable. Elle se sentait exposée, utilisée, trahie. Ce qui avait commencé comme une opportunité, une échappée vers quelque chose de plus grand qu'elle,
se révélait maintenant comme une mise en scène calculée. Elle n'était pas montée sur cette scène en tant que Camille Bernard, femme, fille, citoyenne, mais en tant que représentation. Et cela, elle ne pouvait pas le tolérer. Les pas derrière elle furent discrets, mais elle les entendit immédiatement. Elle ne se retourna pas. Elle savait que c'était lui. Alexandre s'approcha sans dire un mot, s'arrêta à quelques mètres. Le silence s'étira, lourd, chargé de tout ce qui n'avait pas été dit. Finalement, c'est elle qui brisa le mutisme. « Tu aurais pu me prévenir. » Sa voix était sèche, tendue. Elle ne le regardait toujours pas. Il répondit doucement, comme s'il avait anticipé cette confrontation. « Je pensais que ce serait une belle surprise, que ce moment t'apporterait de la reconnaissance, de la force. » Elle se retourna alors lentement, les yeux brillants, non de larmes mais de colère retenue. « Tu ne comprends vraiment pas, n'est-ce pas? Ce que tu as fait là, ce n'est pas me mettre en lumière. C'est me réduire à un rôle que tu as écrit sans moi. » Il ouvrit la bouche, la referma. Elle continua, plus dure. « Tu n'as pas partagé mon histoire. Tu l'as racontée à ta façon, pour servir ton image, celle de ta fondation. Tu m'as transformé en fable, en preuve. » Alexandre recula d'un pas, visiblement touché. « Ce n'était pas mon intention. » Camille rit, un son court, amer. « Tu veux dire comme ce mémo que tu as écrit il y a 4 ans, celui où tu parles de profils atypiques comme des sujets d'observation, des êtres humains réduits à des indicateurs de résilience? Tu veux que je te le lise? Je l'ai encore. » Il pâlit légèrement mais ne détourna pas le regard. « Tu l'as trouvé. » Elle hocha la tête. « Oui. Et tu sais ce que j'ai ressenti en le lisant? Du dégoût, de la honte. J'ai cru en toi, en ce que tu disais. Je me suis dit que, peut-être pour une fois, quelqu'un voyait au-delà des apparences. Mais tout cela n'était qu'un test, un scénario. » Alexandre s'approcha d'un pas, lentement, comme si chaque geste pouvait déclencher une tempête. « Ce document, oui, je l'ai écrit, à une époque où je doutais de tout, où je voulais comprendre comment fonctionnaient les autres, parce que je n'arrivais plus à me comprendre moi-même. J'étais en colère contre le monde, contre ma place dedans. Mais ce que je t'ai dit ensuite, ce que je t'ai proposé, ce n'était pas un prolongement de ce projet cynique, c'était une tentative de rachat. » Camille le fixa sans ciller. « Un rachat? Tu te rends compte de ce que tu dis? Tu crois que tu peux acheter une conscience, une histoire, une voix ?» Il secoua la tête. « Non. Je crois seulement que j'ai vu en toi quelque chose que je ne trouvais plus chez personne, une vérité, une façon d'être qui ne se plie pas aux attentes. J'ai cru que si je te donnais de l'espace, tu le remplirais à ta manière. Mais je me rends compte que je t'ai enfermé dans une cage dorée. » Elle croisa les bras, frissonnant légèrement sous le vent froid. « Tu as confondu don et exposition. Offrir une opportunité, ce n'est pas brandir quelqu'un devant une foule. Ce n'est pas faire d'elle une mascotte. » Il baissa les yeux. Pour la première fois, Camille vit autre chose que le contrôle parfait auquel il les avait tous habitués. Il semblait perdu, presque jeune. Il murmura « Je suis désolé. » Elle resta silencieuse. Ce mot, aussi sincère qu'il semblait, n'effaçait pas ce qu'elle avait ressenti. Mais il ouvrait peut-être un espace pour autre chose. « Je ne suis pas ton trophée, Alexandre, et je ne le serai jamais. Si tu veux que je reste, ce sera selon mes conditions, mon autonomie, mon projet, pas le tien. » Il releva les yeux, et cette fois il hocha la tête, lentement mais clairement. « D'accord. » Le silence retomba, moins tendu, plus nuancé. Camille se détourna à nouveau, regardant la ville s'étendre à ses pieds. Elle ne savait pas encore si elle allait rester. Mais une chose était sûre, elle ne laisserait plus jamais quelqu'un parler à sa place. Elle avait trouvé sa voie, et elle comptait bien l'utiliser. Le lundi suivant, Camille entra dans le bâtiment de la fondation d'un pas plus ferme que jamais. Il y avait dans sa démarche quelque chose de résolu, une posture qui ne cherchait plus à s'excuser d'exister. Elle avait pris un week-end pour réfléchir, loin de Paris, dans un petit village où une ancienne collègue de café lui avait proposé de se reposer. 2 jours de silence, de longues marches, de pensées remuantes. Elle avait relu le mémo une dernière fois, puis décidé de le brûler. Non pas pour oublier, mais pour signifier qu'elle ne serait jamais définie par les intentions passées d'un autre. Si elle restait, ce serait pour bâtir quelque chose de neuf, d'intègre, qui ne ressemblerait à aucun modèle antérieur.
Son badge effleura le lecteur de l'entrée avec un bip discret. Les regards dans l'open space se tournèrent vers elle, certains curieux, d'autres méfiants. L'événement de la semaine précédente avait laissé des traces. On avait parlé d'elle dans les médias, repris les extraits du discours, d'Alexandre publié des photos. Elle était devenue malgré elle un visage public, mais ce matin-là, elle n'était pas venue pour les projecteurs. Elle était venue pour reprendre le contrôle de son rôle, pour imposer une nouvelle direction. Elle frappa à la porte de la salle de direction sans attendre qu'on l'invite. À l'intérieur, Marc Delattre et 2 autres membres du comité stratégique prenaient à leur café autour d'un tableau blanc couvert de chiffres. Camille entra, se planta devant eux et déclara d'un ton calme « Je souhaite une réunion exceptionnelle avec l'ensemble de l'équipe projet. J'ai une proposition à faire. » Marc la regarda sans dissimuler sa surprise. « De quel type de proposition parlons-nous » Elle répondit sans détour. « Un nouveau programme, conçu à partir de ma propre expérience et basé sur une réalité que vous ne maîtrisez pas, mais que moi je connais intimement. » Le directeur hésita un instant, puis hocha la tête. Il y avait dans la voix de Camille une autorité naturelle qu'il n'avait jamais perçue auparavant. 1 heure plus tard, une trentaine de collaborateurs étaient réunis dans l'auditorium. Camille prit la parole sans micro, debout face à eux, son carnet usé à la main. Elle n'avait rien écrit, seulement des idées jetées à l'encre, des bribes de terrain, des témoignages collectés en silence depuis des semaines. J'ai vu ce que vous ne voyez pas, parce que j'ai vécu ce que vous ne vivez pas. Quand on vit au jour le jour, on ne pense pas en indicateurs, on pense en minutes, en besoins, en urgence. Il existe à Paris des centaines de personnes, comme moi, des travailleurs précaires, invisibles, qui pourtant tiennent cette ville debout. Livreurs à vélo, aides-soignantes de nuit, employés de ménage, vendeurs en boutique. Aucun d'eux ne sait ce que fait votre fondation. Ils n'ont pas le temps, ni les outils, ni même la confiance pour s'en approcher. Je veux créer un programme pour eux, un pont. Elle marqua une pause, scannant les visages, certains attentifs, d'autres sceptiques. Le projet s'appellera Impulsion. Il visera à offrir des micro-soutiens pratiques, formations de courte durée, aides administratives, ateliers de santé mentale, accès simplifié au droit. Pas de grandes structures, pas de séminaires stériles, de l'action. Direct à petite échelle, dans les lieux qu'ils fréquentent. Marché, gare, café, livraison. Une main se leva. Un cadre de longue date demanda « Et comment comptes-tu identifier les bénéficiaires ?» Camille répondit du tac au tac. En les écoutant, en allant vers eux, en leur demandant ce dont ils ont besoin, pas ce qu'on suppose qu'ils devraient en vouloir. Le silence qui suivit ne fut pas un refus, il fut celui d'une prise de conscience. Plusieurs collègues échangèrent des regards, certains hochèrent discrètement la tête. Alexandre, resté en retrait, au fond de la salle, croisa les bras et observa sans intervenir. Il ne souriait pas, il ne parlait pas. Mais son regard suivait chaque mot, chaque geste. Il savait qu'il était témoin de quelque chose qui le dépassait. À la fin de la réunion, Marc Delattre prit la parole. « Je propose que ce programme fasse l'objet d'un pilote sur 3 mois. Camille en assurera la coordination avec un binôme de son choix. Nous réévaluerons ensuite en fonction des résultats. » Il n'y eut pas d'applaudissements, pas de grandes effusions. Mais le simple fait que sa proposition ait été entendue, validée, lancée, signifiait plus que n'importe quel discours. Dans les semaines qui suivirent, Camille se mit au travail avec une ardeur méthodique. Elle contacta ses anciens collègues du café, des clients de confiance, des associations locales. Elle organisa des permanences dans des lieux improbables, une arrière-salle de boulangerie, un bar-tabac à la périphérie, un salon de coiffure afro. Elle écouta, nota, adapta. Chaque jour, elle construisait un maillage d'interactions simples mais puissantes. Et peu à peu, la fondation, habituée à parler pour les autres, apprenait à se taire pour mieux entendre. L'équipe commença à changer de regard sur elle. Ceux qui la voyaient comme un caprice du fondateur se mirent à consulter son avis. D'anciens sceptiques devinrent collaborateurs. Alexandre lui-même, fidèle à sa promesse, ne s'immisça pas. Il observait, conseillait parfois en marge, mais laissait à Camille la pleine responsabilité de sa vision. Il comprenait désormais qu'elle ne voulait pas être un modèle à suivre, mais une impulsion à multiplier. Un soir, seule dans son bureau, elle relut les premiers bilans du programme. Les résultats étaient modestes, mais réels. Des travailleurs avaient repris confiance, trouvé des aides concrètes
exprimer des besoins jamais pris en compte. Elle pensa à ce que cela aurait signifié pour elle quelques années plus tôt. Peut-être que ce qu'elle construisait aujourd'hui aurait changé sa propre trajectoire si cela avait existé alors. Et cette idée la conforta dans un sentiment rare, celui de faire enfin quelque chose qui avait du sens, non pour les autres, mais avec eux. Le printemps arriva à Montmartre, avec une douceur inattendue. Les arbres de la place du Tertre bourgeonnaient timidement, et les ruelles autrefois noyées sous la pluie d'hiver s'illuminaient à nouveau de couleurs vives. Les artistes réinstallaient leurs chevalets, les terrasses reprenaient vie, les rires recommençaient à flotter dans l'air comme une musique oubliée retrouvée. C'est dans ce décor familier, chargé de souvenirs et de luttes passées, que Camille inaugura le nouveau projet de la Fondation. Un espace communautaire hybride, situé à quelques mètres seulement de l'endroit où elle avait autrefois servi des cafés à des inconnus pressés. Le local, anciennement un bistrot abandonné, avait été entièrement rénové grâce au programme Impulsion. Mais au lieu de le transformer en bureau administratif ou en centre impersonnel, Camille avait insisté pour en faire un lieu vivant, chaleureux, accueillant. Le nom, écrit en lettres sobres sur la façade en bois, résumait tout ce qu'elle voulait transmettre. Un café appelé Espoir. Ni plus, ni moins. À l'intérieur, les murs portaient encore les traces du passé, avec des boiseries anciennes et des carreaux d'époque conservés. Mais l'espace avait été repensé pour mêler convivialité et utilité. Une grande table centrale pour les discussions collectives, un coin lecture avec des livres en libre accès, un petit bureau confidentiel pour les entretiens privés et un comptoir où l'on pouvait boire un café, un vrai sans avoir besoin de consommer quoi que ce soit d'autre que du temps et de l'attention. Des affiches colorées annoncèrent les ateliers à venir, gestion du budget, défense des droits, santé mentale, aide à la rédaction de CV, échange de savoir. L'ouverture du lieu avait été discrète, comme Camille l'avait voulu. Pas de ruban coupé, pas de discours solennel. Seulement une annonce sur le site de la Fondation, quelques flyers distribués dans les marchés et les associations locales, et le bouche à oreille qui, à Montmartre, valait toutes les campagnes de communication. Dès les premiers jours, les visiteurs arrivèrent, certains par curiosité, d'autres par besoin. Des visages fatigués mais attentifs, des mains calleuses, des histoires lourdes et silencieuses. Camille les accueillait tous avec la même attention, assise à la table commune, un carnet dans la poche, un regard franc. Elle n'était plus seule. Autour d'elle, une petite équipe s'était formée. Des anciens bénéficiaires du programme, des bénévoles du quartier, des jeunes en reconversion. Chacun apportait ses compétences, son vécu, sa façon de créer du lien. Il n'y avait pas de hiérarchie rigide, pas de costume-cravate, seulement une volonté partagée de rendre visible l'invisible, de bâtir un lieu où personne ne serait jugé par ses vêtements, son accent ou son parcours. Le premier mois fut à la fois intense et fragile. Il fallait tout ajuster. Les horaires, les ressources, les attentes. Certains jours, personne ne franchissait la porte. D'autres, elle débordait de monde. On venait y chercher une aide, une écoute, ou simplement une pause dans le tumulte. Et peu à peu, le Café Espoir devint un point de repère. Un homme, sans abri, y trouva un lieu pour écrire ses poèmes. Une mère isolée y découvrit une formation courte qui lui permit de décrocher un emploi. Un jeune livreur y trouva des conseils juridiques pour régulariser son statut. Rien de spectaculaire. Rien que les caméras ne viendraient filmer. Mais tout d'essentiel. Alexandre ne vint pas à l'inauguration. Il avait respecté le souhait de Camille, gardé ses distances. Il n'était jamais intervenu dans la mise en place du lieu, laissant Camille et son équipe libres de tout. Mais un mois plus tard, un soir de mai, alors que le soleil se couchait lentement sur les toits de Montmartre, il passa le seuil du café. Sans garde du corps, sans attaché de presse, sans effet d'annonce. Il portait une chemise claire, sans cravate, et un air plus apaisé qu'elle ne lui avait jamais vu. Camille, en train de nettoyer une table, leva les yeux. Leurs regards se croisèrent. Il ne dit rien tout de suite. Elle non plus. Il s'approcha, lentement, posa la main sur le dossier d'une chaise et demanda simplement « C'est libre ?» Elle hocha la tête. Il s'assit. Un silence s'installa, mais cette fois, il n'était ni tendu ni inconfortable. C'était un silence habité, presque complice. Camille servit 2 cafés, sans cérémonie, et s'assit en face de lui. Ils parlèrent peu.
Il regarda autour, de lui observa les détails, les gens, les échanges. Puis il la regarda à nouveau. C'est exactement ce que j'espérais. Mais mieux. Elle sourit doucement. Ce n'est pas ce que tu as créé, Alexandre. C'est ce qu'on a construit ensemble, en acceptant d'écouter. Il acquiesça. Et en acceptant de se taire parfois. Ils restèrent là encore, qu'un moment, à regarder les ombres s'allonger. Ce n'était plus un dialogue entre un patron et une employée, ni un mentor et une protégée. C'étaient deux êtres qui, par des chemins différents, avaient trouvé un lieu de rencontre véritable. Pas dans les mots, pas dans les intentions, mais dans les actes, dans ce lieu modeste et vibrant, au cœur d'un quartier qui n'oublie rien. Ce soir-là, en refermant les volets du café, Camille sentit une paix rare l'envahir. Elle savait que les défis restaient nombreux, que rien n'était jamais acquis. Mais elle savait aussi qu'elle avait trouvé sa place, pas sur une scène, pas dans un discours, mais ici, dans ce lieu simple, né d'un geste oublié sous la pluie et devenu l'abri de tant d'espoirs silencieux.